Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. En 1 mois et demi, l'agence personnelle m'a fait gagner 50 000 followers sur mes réseaux sociaux. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sophie Clergue, la fondatrice d'Amiscience, un cabinet de coaching pour cadres et dirigeants. Bonjour Sophie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je t'avais déjà longuement écouté sur Clubhouse. Toi, tu es spécialisée dans l'hypersensibilité et c'est un sujet qui revient souvent, notamment dans la vie en entreprise. Donc aujourd'hui, on va parler de comment gérer l'hypersensibilité, son hypersensibilité potentiellement à soi, mais aussi celle des autres dans le cadre du travail. Première question pour toi, Sophie, qui revient toujours. C'est quoi l'hypersensibilité? Comment est-ce qu'on peut un peu la définir? Alors l'hypersensibilité, moi j'aime bien la résumer parce que sinon on pourrait y passer des heures, par la capacité accrue de notre système nerveux et de notre système de manière générale à capter de l'information et à amplifier cette information. Donc on va capter plus de détails et on va être capable de les amplifier. C'est comme des antennes en fait, à la fois qui captent et qui amplifient. Ça peut être des sensations corporelles, pour nos propres sensations notamment, elles sont décuplées. Sur les 5 sens, ça peut être l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. Pas forcément tous les sens, mais 1 ou 2 ou 3. Et ensuite, il va y avoir toute la sphère émotionnelle où on va capter les émotions des autres, ressentir nos propres émotions plus fort et capter aussi plein de détails non verbaux de l'autre qui vont donner des indications sur ces émotions. Et puis, il y a toute la sphère intellectuelle où là, on va observer et analyser plus de détails et partir parfois dans ce qu'on appelle la pensée en arborescence, une pensée qui en emmène 2 autres, ces 2 autres en emmènent chacune 2 autres et on se retrouve comme ça avec des idées un peu exponentielles et pas toujours simples à résumer pour le transmettre aux autres. C'est un super pouvoir. Et en même temps, avec un super pouvoir vient des super responsabilités et aussi le risque de se sentir un peu différent des autres. Aujourd'hui, les hypersensibles, Sophie, ça correspond à quelle proportion de la population? Est-ce que c'est 40%? Est-ce que c'est 20%? À quel point c'est rare? Alors, c'est pas du tout rare. Les études sont plutôt américaines au départ, mais maintenant, on commence à en avoir des nationales. On dit que c'est entre 20 et 30%, suivant ce qu'on a inclus dans l'hypersensibilité, puisqu'il y a quand même différentes formes d'hypersensibilité. Et quand même, il y a autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles. Mais du coup, 20-30%, si on regarde 25%, ça fait 17 millions rien qu'en France. Alors, il y a plein de gens qui disent, mais à quoi ça sert de détecter l'hypersensibilité? Tu le sais quand tu l'es, parce qu'il y a quand même un petit peu des traits communs. En général, les hypersensibles sont ensemble, comme des essaims. Est-ce que, pour toi, c'est important d'aller la détecter et quels sont les outils aujourd'hui qu'on a peut-être pour l'évaluer un peu, j'ai envie de dire, scientifiquement? Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que l'hypersensibilité ne se voit pas. Soit la plupart des gens ont appris à le gérer d'une certaine manière, soit on la camoufle si elle est handicapante pour eux. Donc déjà, il faut savoir que la plupart des gens ne voient pas que quelqu'un est hypersensible, sauf si cette hypersensibilité, elle est vraiment mal gérée ou qu'il y a des souffrances telles que la personne n'arrive plus à le contenir, n'arrive plus à le camoufler. Parce que comme notre société, elle n'encourage pas vraiment l'hyperémotivité notamment, si l'hypersensible est hyperémotif, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, il va apprendre à contenir, à se contrôler, voire à se dissocier. Donc en fait, l'hypersensibilité n'est jamais des caractéristiques vraiment différenciatrices ostentatoire, mais comme on est souvent baigné, élevé, éduqué dans des environnements qui n'accueillent pas cette hypersensibilité, qui même la nient ou carrément la dénigrent, eh bien l'enfant va apprendre en se suradaptant en permanence, à se mouler au monde tel qu'il est, qui est parfois hyposensible, et à ne pas montrer sa sensibilité. Donc l'hypersensibilité ne se voit pas nécessairement. En revanche, quand on le ressent, quand on l'est, on sent qu'il y a un décalage avec les autres, mais les autres ne le voient pas toujours.
Ensuite, comment elle se détecte aujourd'hui? Moi, je travaille surtout sur une partie de l'hypersensibilité qui est la majorité des hypersensibles. C'est ce que j'appelle les HPE ou les hauts potentiels émotionnels. Ce sont ceux, effectivement, qui ont cette capacité de capter les émotions des autres, de les ressentir ou de les déduire par rapport à ce qu'ils voient et qui vont avoir eux-mêmes des émotions très fortes. Et donc, cela, c'est à peu près 20% de la population, donc une grande majorité des hypersensibles. Cela, on peut les détecter, entre guillemets, par un test. Nous, on a fait un test qu'on a affiné sur les 12 dernières années, où il y a 25 000 personnes qui sont passées. Donc, à chaque fois, on l'affine. Les gens me disent que c'est le test le plus complet qu'ils ont fait. Il y a 75 questions. Et à l'issue de ce test, ils savent vraiment s'ils sont hypersensibles, hyper empathiques, comme on les appelle. Maintenant, comme ce n'est pas une maladie, pas une pathologie, et ça c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt la bonne nouvelle, en fait ce n'est pas reconnu médicalement, ce n'est pas reconnu par les psys ou par les psychiatres. Certains psychologues vont être formés avec moi, par exemple, je forme pas mal de psychologues à mes formations, il y en a qui comprennent et qui savent ce que c'est et qui comprennent cette délimitation de caractéristiques, mais on est quand même dans le spectre de la norme, justement. Il n'y a pas de test officiel, comme c'est le cas pour les HPI, qui est vraiment homologué, entériné comme étant officiel. Merci pour tout ce que tu nous partages. C'est bien d'entendre les spécialistes en parler parce qu'il y a beaucoup de bruit de couloir. On a tous lu des bouquins différents. Intéressant d'avoir ton condensé. Ça fait combien de temps que tu travailles sur l'hypersensibilité ? Moi, ça fait plus de 20 ans. J'ai fait un burn-out au démarrage de ma carrière. J'avais voyagé dans plusieurs pays. J'ai déménagé 23 fois. Je suis un peu globe-trotter. Mes parents étaient expatriés et j'étais sportive de haut niveau, gymnaste. Et puis après, j'ai fait du tumbling à haut niveau international. Et tout ça m'équilibrait finalement dans ma sensibilité. Et comme j'étais expatriée, je vivais un peu dans un cocon. J'ai vécu à 4800 mètres d'altitude au Pérou, avec des lamas, en cours par correspondance. Donc finalement, j'ai pas eu de conséquences négatives liées à l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité n'est pas le problème. C'est l'hypersensibilité plongée dans un environnement qui est plutôt hyposensible qui devient problématique. J'allais plutôt bien. Et puis, à un moment donné, je suis montée à Paris. J'ai commencé ma carrière. J'étais ingénieure télécom chez Total à l'époque. Et même si le job se passait hyper bien, que les gens étaient hyper contents de moi, j'étais en burn-out parce que j'étais en décalage total entre qui j'étais, ce dont j'avais besoin, ce dont mon système avait besoin et le moule dans lequel je m'étais mise en fait. À partir de là, j'ai dû trouver des thérapeutes, j'ai dû trouver des coachs. Ça n'existait pas, c'était en 2002. J'ai cherché des gens qui allaient me comprendre et j'ai vu des psys, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des médecins généralistes, j'ai vu tout ce qui existait à l'époque et personne ne comprenait puisque j'avais un bon job, j'avais un mec super, j'avais un appart super. Tout allait bien sur le papier et moi, je me sentais mal à l'intérieur. Et c'est vraiment un coach d'avant-garde qui comprenait l'hypersensibilité, qui a mis les mots dessus et qui m'a expliqué que je m'utilisais à mauvais escient dans l'entreprise, que j'avais décidé de camoufler toute ma partie sensorielle et émotionnelle et je restais que sur mon aspect intellectuel, je faisais des calculs, j'étais ingénieure, quoi. Et donc finalement, petit à petit, j'étais en train de tarir mes sources de motivation et mes sources d'énergie en moi. Voilà comment ça a commencé il y a plus de 20 ans. Vous avez pas l'image, vous, mais je vois le visage de Sophie qui est hyper expressif. Tu me parles de tes voyages, ça me donne des frissons parce qu'on voit que tu vis à fond ce que tu racontes. Le mal-être au travail, c'est un vrai sujet. Tout le monde est mal au travail parce que c'est un environnement qu'on n'a pas choisi en général, sur lequel, contrairement à la famille, autre environnement qu'on n'a pas choisi, on n'a pas forcément de prise en fait parce qu'on est bien obligé d'y aller pour gagner son beurre. Du coup, il y a beaucoup de mal-être en entreprise. Il y a le burn-out, moi je connaissais pas. Après, il y a eu le bore-out, le brown-out. J'ai découvert plein de types de mal-être en fait différents et il y a un peu une crise dans le milieu du travail. Comment est-ce que, Sophie, toi, tu vois les choses? Comment est-ce qu'on peut détecter des hypersensibles ou des hyper-émotifs dans le cadre de l'entreprise très concrètement? C'est des gens qui ont l'alarme facile, c'est des gens qui connectent facilement avec les autres ou déconnectent facilement. C'est des questions qu'on se pose, nous, le commun des mortels. Alors moi, je dis qu'il y a 4 risques psychosociaux des hypersensibles au travail. C'est les BADS, B-A-D-S, pour avoir un acronyme mémotechnique. Le B, effectivement, ça vient de burn-out ou bore-out. C'est 2 écueils dans lesquels on peut tomber quand on sait mal se gérer en tant qu'hypersensible ou quand on est dans une entreprise qui ne peut vraiment pas gérer nos caractéristiques. Ensuite, il y a le A de anxiété. C'est très fréquent de voir des troubles anxieux chez les hypersensibles parce qu'ils sont dans cette suradaptation, qu'ils veulent ne pas faire avec ce qu'ils sont, qu'ils veulent faire avec ce qu'ils ne sont pas. Donc, ils sont toujours dans une tension permanente, un tiraillement intérieur, un conflit intérieur entre leur nature profonde et ce qu'ils veulent montrer. Et ça crée de l'anxiété au bout d'un moment. Le D, ça va être la dépression. On a pas mal d'hypersensibles s'ils ne savent pas se gérer, encore une fois, parce qu'un hypersensible qui sait le gérer, qui est dans le bon environnement, il surperforme.
et il est hyper épanoui. Il y a plutôt une propension au bonheur pour les hypersensibles parce que justement, ils ressentent fort les choses et quand ils sont alignés, quand ils sont au bon endroit, au bon moment et qu'ils font les bonnes choses pour eux, c'est vraiment exaltant en fait pour eux. Ceux qui ne savent pas se gérer, on a le D de dépression et après le S de surmenage ou de suicide. Carrément, ça peut aller jusque-là. En entreprise, comment on peut faire? Évidemment, il n'y a rien qui va remplacer la connexion authentique avec un hypersensible pour le comprendre et le connaître. Un hypersensible, il ne faut pas oublier que comme la société n'était pas hyper accueillante pour les hypersensibles, il a appris à se cacher. Donc, soit ça déborde complètement et ça se voit, et en général, ça, c'est vraiment très problématique parce que l'hypersensible qui n'arrive pas du tout à se contenir, il est un problème pour l'entreprise, en fait. Il n'est pas une solution. Et effectivement, l'hyperémotivité, elle est mal vue et c'est un peu normal dans le sens où ça veut dire je ne sais pas du tout me canaliser. Il ne faut pas se contrôler, mais ne pas savoir se canaliser, c'est un défaut d'intelligence émotionnelle. Donc, ça peut être effectivement des hypersensibles qui n'ont jamais appris à se contenir, qui n'ont jamais appris à avoir une forme de maturité dans leur néocortex préfrontal et dans leur capacité d'adaptation. Donc, ils sont un peu bruts de fonderie et ils balancent sur les autres leurs émotions sans les contenir du tout. Et ça, c'est effectivement plutôt un signe d'immaturité émotionnelle. Donc, ceux-là, on les détecte, on les repère. C'est problématique. Ce qu'on peut faire, c'est très compliqué là en tant que manager parce que c'est vraiment maturer la personne et ça vient beaucoup de son éducation, de son système de pensée. Là, c'est souvent un défaut de juge intérieur et c'est finalement quelque chose qui est compliqué à gérer en entreprise. Les hypersensibles HPE ou hyper empathiques, eux, ils vont trop se contenir. Donc, ça va ressortir avec un syndrome que j'appelle le bunker grenade. Ils vont se contenir tout le temps. Ils vont rien dire. Ils vont s'adapter, se suradapter, s'adapter, se suradapter. Ça se voit pas et c'est plutôt des gens qui performent bien. Et ils performent tellement bien qu'on leur en donne toujours plus, toujours plus. Et c'est aussi des gens en général qui ont le syndrome du people pleasing. C'est je veux être un bon élève, je sais m'adapter, je comprends les besoins des autres avant même qu'ils aient besoin de les exprimer puisque je les capte. Je capte l'émotion, je sais quand ils sont satisfaits et donc je mets tout mon système en œuvre pour construire, produire ce qu'on me demande, ce qu'on attend de moi, en m'oubliant, et avec un juge intérieur très fort qui me critique avec un perfectionnisme. Et cela, vous voyez rien jusqu'à ce qu'il craque. Et quand il craque, en général, ça passe par un conflit la plupart du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout se passait très bien, mais il rentre en conflit avec quelqu'un dans l'entreprise et c'est un peu incompréhensible. Et en plus d'une manière qui est un petit peu inhabituelle chez lui, avec de la colère. Il peut tomber malade aussi. Moi, dans ma carrière, j'ai eu 3 fois un virus qui m'a scotché pendant plusieurs mois. D'abord, j'ai eu la mononucléose, là, pendant 6 mois, bam, et après le CMV, pendant 6 mois, bam. C'est un peu un syndrome de bunker grenade. On se cache derrière un bouclier très, 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 très fort pour contenir, et au bout d'un moment, on balance une grenade. Ça peut ne jamais se détecter et il n'y a rien qui va enlever la connexion authentique avec lui, c'est-à-dire en entretien individuel, créer l'espace suffisamment sécure pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent, exprimer ses besoins, sinon il ne le fera pas. L'après, il est encore complexe parce qu'en général, après la grenade, il y a aussi le moment où la personne, du coup, s'en veut. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Finalement, je dis quelque chose et après, non, j'aurais pas dû dire ça. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'arrêter ce cercle vicieux quand on est manager ou quand on est managé? Quelles sont les situations de résolution que toi, tu conseilles en général? C'est tout à fait juste ce que tu dis et c'est du coup des symptômes en cascade qui vont en découler. C'est vraiment comme essayer de reconstruire un vase qui s'est cassé par terre. Ça va être très compliqué et la gestion de la culpabilité pour un hypersensible, c'est très compliqué. Quand on se sent coupable, on n'a jamais des réactions saines non plus. Donc, on va se surjustifier, on va ghoster les gens parce qu'on veut se préserver. Ça nous a fait tellement de mal. C'est vraiment comme une plaie ouverte qu'on va avoir et qu'on va avoir tellement de mal à cicatriser. Et parfois, même, il y en a qui ne s'en remettent jamais et qui partent de l'entreprise. Donc, ce que je préconise et ce qu'on fait en entreprise, notamment pour les cadres et dirigeants, mais pas que pour tout le monde, c'est vraiment de prévenir plutôt que de guérir. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est très compliqué. Et prévenir, ça passe vraiment par développer l'assertivité chez l'hypersensible, développer sa capacité de communication puissante. Ça passe énormément par la façon de parler, pas simplement dans une méthodologie de parole, mais dans une façon d'utiliser les mots qui vont nous permettre à nous-mêmes de canaliser nos émotions, tout en prenant en compte nos besoins et celui de l'autre. Et c'est ça la communication puissante et l'assertivité, c'est trouver cette voie du milieu, ce que j'appelle l'empathie verticale, qui nous permet à la fois de prendre en compte l'environnement, puisqu'on a cette vision globale, cette hauteur de vue, mais de prendre aussi en compte nos besoins et de les exprimer d'une manière puissante. À partir de là, on ne va jamais rentrer dans le syndrome du bunker grenade, où on ne va pas rentrer dans les bads, on ne va pas rentrer dans le burn-out, on ne va pas rentrer dans l'anxiété, on ne va pas rentrer dans la dépression. On va vraiment se gérer en amont et être capable de voir les indicateurs, comme sur le tableau de bord d'une voiture, bien avant.
Il y a un sujet que je trouve passionnant, que j'ai découvert via une autre discipline qui s'appelle la communication non violente, CNV pour les intimes. Quand tu parles de signaux à détecter, c'est vrai que pour les moldus comme moi, on se dit: «Oh, comment on fait pour détecter des signaux?» L'écoute active, Sophie, est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que c'est quelque chose en entreprise qu'on peut implémenter facilement et qui peut avoir un vrai impact très vite et qui est assez accessible. Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous, on fait carrément des parcours de leadership empathique pour apprendre ça au leader, ce qui va permettre au leader, si lui-même est hypersensible, d'apprendre à tout ce dont on vient de parler, l'assertivité, la communication puissante, ou s'il n'est pas hypersensible et qu'il a des hypersensibles dans son équipe, de savoir bien manager ces hypersensibles. Mais l'écoute active, c'est très puissant et la communication non violente, c'est une des briques vraiment de la communication puissante dont je parlais. Mais ça doit commencer par soi-même quand on est hypersensible. Et c'est là qu'est souvent le problème. Quand on est hypersensible, hyperempathique, on est souvent people pleaser, c'est-à-dire qu'on va contenter les autres. On va pouvoir faire de l'écoute active avec les autres, mais si on n'est pas capable de le faire avec soi-même, on va toujours mettre le curseur sur l'autre plutôt que sur soi-même. Alors que l'assertivité et la communication puissante, c'est vraiment mettre le curseur au bon endroit, dans son axe, dans la verticalité. Donc l'écoute active, oui, mais attention parce que les hypersensibles ont déjà tendance à toujours être à l'écoute des autres, apprendre à se connaître, à se comprendre, à connaître nos besoins, à mesurer les indicateurs bien en amont du fait qu'on est en train de sortir de notre zone de confort, qu'on est en train de perdre notre tranquillité, notre calme intérieur. C'est vraiment ça qui est très important à développer. Après, la communication non violente, j'adore. Elle est un peu mal nommée parce que les hypersensibles sont souvent des gens non violents et se disent j'ai pas besoin d'apprendre la communication non violente, je suis déjà trop sympa moi. C'est tellement une réaction d'hypersensible de dire je suis déjà non violent. J'en ai certains qui viennent dans mes parcours qui me disent moi je veux apprendre la communication violente parce que j'arrive jamais à me préserver, je me fais tout le temps bouffer. Mais en fait, la communication non violente est mal nommée. C'est une communication qui permet, dans le conflit, de ne pas se faire bouffer, justement, qui permet de ne pas se faire écraser, qui permet d'aller dire les choses sans avoir à blesser l'autre, parce que nous, c'est très important pour nous. On veut apprendre à communiquer pour mettre nos limites, pour savoir dire non, pour se préserver, mais sans aller toucher les boutons de l'autre qui vont le blesser et qui vont nous amener dans le cercle dont tu parlais tout à l'heure de culpabilité. Et donc, la communication non violente, c'est comment dire très fermement à des gens, stop, sans avoir la culpabilité derrière. Et c'est pour ça que c'est très puissant pour les hypersensibles, cette technique. C'est vraiment une des clés, en fait. Il y a un livre qui est exceptionnel. Je pense que c'est un petit peu la Bible pour ceux qui ont le syndrome du people pleasing. Ça s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un livre de Thomas d'Azembourg. Et je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode, comme tout ce qu'on est en train de citer avec Sophie. Comme ça, vous pourrez retrouver un petit peu vos petits parce qu'on vous balance plein de ressources. Sophie, tu as mis le doigt sur un sujet important qui devait être notre intro. Et en fait, on a tellement bien papoté qu'on n'en a pas parlé. La peur de la critique. Souvent, ce syndrome du people pleasing, on a peur de pas être à la hauteur, de pas contenter suffisamment les gens parce qu'on a peur de pas être aimé, d'être critiqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de cette peur de la critique dans un premier temps? Et après, évidemment, je te poserai la question côté manager. Comment on peut faire en fait pour parler à un hypersensible sans le blesser? Parce que quand on est dans le cadre du travail, il faut aussi qu'on soit capable de faire des retours et c'est pas évident. C'est vraiment un sujet central et c'est génial qu'on l'aborde après le livre de Thomas d'Azembourg parce qu'effectivement, c'est ça qui va être un peu le drame de notre vie, les hypersensibles, hyperempathiques. C'est quand on ne sait pas gérer la critique, on va perdre son authenticité. Puisqu'en fait, quand même, être dans le people pleasing, c'est ne pas être soi, c'est ne pas être authentique. En général, les hypersensibles, ils ont une valeur très très haute d'authenticité et du coup, ils se retrouvent en distorsion intérieure parce que pour faire plaisir, ils ne vont pas dire vraiment ce qu'ils ressentent, ils ne vont pas montrer les frustrations qu'ils ont, etc. Et finalement, je leur montre que c'est une petite forme de manipulation inconsciente aussi. Il faut apprendre à s'en libérer de ce que j'appelle le juge intérieur qui est à l'origine de notre problématique avec la critique. Qu'est-ce qui se passe? L'hypersensible, hyperempathique depuis tout petit, il capte comment ses parents le voient, comment les professeurs le voient et il veut les satisfaire puisque comme on ressent les émotions des autres, c'est tellement plus agréable de ressentir que les gens sont contents. Donc on fait tout pour qu'ils soient contents parce qu'on le ressent et que ça nous fait du bien. Donc on va se plier toujours en quatre et on va faire absolument tout ce qu'on nous demande. Ça va être une grande force pour nous parce que du coup, on développe énormément de compétences par rapport à ça. Mais on renforce aussi ce que j'appelle le juge intérieur, qui est cette instance des messages introjectés de l'enfance à l'intérieur de nous.
Donc tout ce qu'on nous a dit du bien, du mal, tu seras une bonne petite fille ou tu seras une mauvaise petite fille si tu fais ci ou ça, eh bien en fait on finit par se l'appliquer en permanence. Et comme on est sensible à tout ce que ressentent les gens, on va l'ancrer de manière plus forte que les autres et on va avoir un juge intérieur qui est énorme à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va créer en fait la résonance avec la critique extérieure. Plus notre juge intérieur est fort, plus les critiques extérieures vont nous terrasser. Puisqu'on a déjà une forme d'auto-saboteur intérieur qui est tout le temps en train de nous dire ça tu fais pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Le tu devrais, il faut, il faudrait, c'est le juge intérieur. Et donc c'est ce qui rend certains hypersensibles très susceptibles et difficiles à manager du coup. Parce qu'ils font tellement de leur mieux que déjà ils se poussent à bout et bien au-delà de leurs limites en permanence. Une des clés aussi, on parlait tout à l'heure de l'assertivité, de la communication puissante, c'est vraiment d'aller abaisser le niveau d'énergie qu'a ce juge intérieur à l'intérieur de nous. Si on n'est pas capable de ça, on va être en réactivité trop forte par rapport à l'extérieur et on va pas être libre en fait. On va pas être authentique et on va toujours être en train soit de s'adapter, soit quand on nous critique de se justifier et d'avoir de la colère. Donc c'est une étape extrêmement importante pour l'hypersensible dans sa performance, d'apprendre à apaiser ce juge intérieur. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil actionnable pour ceux qui ont l'impression de marcher sur les œufs? Parce que ça, on n'en parle pas, mais aussi pour les managers parfois. Quand je fais un feedback à mon équipe, là je l'ai fait pas plus tard qu'hier, sur un atelier qu'a mené une coach à moi, je lui ai dit, voilà, j'ai regardé, ce qui était super, c'était ça. Ce qui me semble intéressant d'améliorer ou de revoir ou d'en discuter, c'est ça. Mais pourquoi elle va pas mal le prendre? Parce qu'on a une relation qui est préconçue. Et c'est dans la connexion profonde à la relation authentique qui précède la critique que tout va se jouer. C'est pas dans les mots qu'on va employer au moment du feedback, en fait. Quand il y a une relation de confiance et d'authenticité. Quand le manager, il sait différencier le travail que fait une personne et ce qu'est une personne. Et ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi en tant que manager, de comprendre que tout le monde est là pour jouer le rôle de son poste et de ne pas aller juger la personne, mais bien le travail qui a été fait. C'est hyper important de faire cette distinction. Ensuite, c'est toujours de se mettre dans la position de on s'améliore ensemble et de montrer aussi nos propres remises en question. Moi, en tant que manager, quand je dis à quelqu'un, écoute, ça aurait dû être fait autrement pour que ça corresponde à mes critères, ma part de responsabilité, c'est que j'aurais dû te dire ça plutôt que ça. Et à partir du moment où nous-mêmes, en tant que manager, on prend notre part de responsabilité et on en a toujours, eh bien l'autre, il n'a pas de mal à prendre sa part de responsabilité. Ce qui est difficile, c'est quand celui qui est dans l'équipe prend toute la charge de responsabilité. Moi, j'ai que des hypersensibles dans mon équipe, donc je vois parfois, il faut qu'on améliore ça parce qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Ah, c'est de ma faute, ils vont s'over-responsabiliser. Je prends toute la responsabilité, c'est de ma faute. Non, pas du tout. Il faut aussi leur apprendre à voir qu'il y a toujours une co-responsabilité dans l'équipe et chercher un coupable est toujours la mauvaise façon de faire. L'idée, c'est comment on fait, comment on s'améliore et comment on progresse tous ensemble. Donc, il y a vraiment une capacité managériale à se mettre avec l'équipe et à ne pas se mettre en position haute avec l'équipe. Moi, comme je suis coach, c'est facile parce que je coach d'une manière équilibrée, c'est-à-dire même mes clients, pour moi, j'estime pas être au-dessus d'eux. Et je ne suis pas au-dessus de mon équipe. Donc, on travaille ensemble, on est tous au même niveau. Mais ça s'apprend évidemment dans le rôle de manager et de leader empathique. Tu as tout dit. Alors déjà, c'est le rêve d'avoir un manager qui est coach, ça c'est clair. Parce que le management, en fait, c'est un vrai métier auquel on n'est souvent pas formé. En fait, tu es bon dans ton poste, donc tu accèdes aux échelons d'au-dessus. Mon père m'avait dit ça, il était photographe. Il est passé chef d'équipe et il me disait mais en fait je fais plus mon métier et ça lui manquait et il disait je fais un autre métier maintenant, je gère des équipes mais je touche plus un appareil photo. On m'a jamais formé à ça. Et sur le sujet du leader empathique, je vous joindrai dans les ressources de l'épisode la vidéo de Olivier Mathieu, l'ancien CTO de Price Minister, gros patron qui maintenant est investisseur et continue à lancer des boîtes, que j'ai interviewé dans le cadre d'une campagne sur la santé mentale. Son interview m'a beaucoup touchée parce qu'il y a ce côté en fait comment est-ce qu'on gère ça quand on est manager, de devoir virer des gens, de devoir dire des choses qui vont pas. Comment on gère aussi cette culpabilité avant même d'exploser. Et j'ai adoré, Sophie, quand tu nous as rappelé en fait que c'est un peu la conclusion pour moi de cet épisode. L'hypersensibilité, il faut jamais en arriver au moment où ça craque. Côté hypersensible, comme côté entourage de l'hypersensible, il faut réussir à capter les signaux. C'est un travail du quotidien. C'est pas, en fait, gérer une situation de crise. C'est pas ça, travailler avec un hypersensible. Toi, Sophie, tu nous as dit, c'est vraiment être dans une relation vraie, authentique, qui prend du temps. Et c'est seulement là qu'on va pouvoir bien capter les signaux parce qu'en fait, tu nous as dit, il n'y a pas de recette universelle. Il n'y a pas, finalement, de signaux sur le papier comme ce que moi je disais, du genre une personne qui a les larmes aux yeux facilement, faut faire plus attention. En fait, toi, tu nous dis, c'est dans votre relation
sincère, individuel avec cette personne en tant que personne et pas en tant que professionnel que vous allez pouvoir mieux faire votre travail de manager. Merci Sophie, tu nous as partagé des conseils hyper brillants. Pas de recette miracle, j'adore et ça me donne envie déjà de faire un deuxième épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages avec Sophie, nous proposer peut-être d'autres thèmes de sujets, envoyer un maximum d'amour à Sophie qui a un emploi du temps surchargé et qui a quand même souhaité être là après son Covid. Allez voir ce que fait Sophie, elle travaille sur les sujets du leadership empathique, elle est spécialisée dans l'hypersensibilité des deux côtés de la barrière. Vous l'avez vu. Sophie, où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer tous ces mots doux? Déjà, j'invite les gens qui pensent être hypersensibles à essayer de faire ce test. Vous pouvez le trouver sur www.amescience-academy avec un y.com. Et sinon, sur Instagram, c'est là qu'on me trouve et qu'on trouve mes coordonnées en général. Avec plein de contenus trop sympas que moi j'adore suivre au quotidien depuis que je connais Sophie, un peu plus d'1 an maintenant. Merci Sophie d'avoir été avec nous et je te dis j'espère à bientôt. Ciao à tous. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.